La ligne droite de cette émission consacrée aujourd'hui au respect des droits de l'homme sur le continent. On prend la vie des uns et des autres et on se projette sur l'avenir. Est-ce que les choses avancent réellement et quel est le rôle des différentes couches de la société? Autant de questions que nous posons dans cette émission. Avant que nous masquions la pause, M. Mouzou, vous vouliez envie d'intervenir sur les propos de M. Gaboa par rapport au respect des droits de l'homme et par rapport au respect de la hiérarchie dès que les décisions sont prises. Est-ce que vous partagez cet avis? Quelque part, j'avais des inquiétudes quand mon frère parlait tout à l'heure, parce que je voudrais vraiment que nous puissions dresser les lignes, qu'on ne veuille pas vouloir du beurre et de l'argent du beurre à la fois. À cause de ces questions de financement dans ce continent, où les gens veulent créer des thèmes pour pouvoir bénéficier de financement, ça fait que, généralement, on ne veut pas prendre ses responsabilités. Mais celui qui te donne à manger, quand mon ami faisait allusion aux États-Unis qui interviennent et tout, mais cessez de prendre l'argent de l'Amérique, l'Amérique ne va plus vous dicter des lois. Mais si vous voulez prendre l'argent de l'Amérique et qu'au même moment vous ne voulez pas leur dicter, le jour où l'Afrique commencera pas à financer l'Amérique, elle peut aussi dicter ses lois. Maintenant, il ne faut pas que ça soit des raisons pour que parfois les uns, les autres, parce que maintenant on veut peut-être faire un peu d'abus, là ça devient une raison de panafricanisme et puis bon, on veut exagérer au nom du panafricanisme. Je crois que sur ce plan aussi, il faut qu'on soit assez clair. Donnez-nous un exemple, par exemple, pour étayer ce que vous dites. On va mieux comprendre. Pour mieux comprendre, vous voyez par exemple des dirigeants africains qui, peut-être, je prends par exemple un cas, Zimbabwe. On dit droit de l'homme, tout le monde crie, on dit non, mais quand même le gars il est aimé dans son pays et tout. Et vraiment, voilà les vrais panafricanistes. Mais moi, je ne peux jamais oublier que moi, en tant qu'Africain, je vais aller au Zimbabwe, j'ai encore la lettre de refus de 4 jours de séjour, par exemple, au Zimbabwe, qui est encore avec moi, adressée par la Commission et l'immigration du Zimbabwe. Voilà nos panafricains et qui crient tous les jours, mais voilà, l'Afrique, nous sommes les panafricains solides et tout. Et quand on dit conférence sur les droits de l'homme, on dit, bon, voilà, il faut dire ça pour pouvoir avoir de l'argent. Quand on dit c'est la femme, aujourd'hui même, cette question de femme et tout ça, ça devient un jeu. Donc ceux qui parlent n'y croient pas. On veut juste dire ça parce qu'on dit, si tu ne mets pas la femme dedans, tu n'auras pas de l'argent. Si tu ne parles pas du sida, tu n'auras pas de l'argent. Et vous allez voir qu'on a des problèmes réels, on laisse de côté, et puis on commence par parler des questions qui intéressent les Sidans. Donc chacun essaie de se positionner juste pour avoir les moyens, et non parce qu'il a une conviction. Et sur ce plan, je ne veux pas donner plus de détails, mais ça existe sur le terrain. Monsieur Mouzou, ce n'est pas parce que Monsieur Mugabe vous a refusé le visa que vous allez tirer. Ils ont peut-être leurs raisons, peut-être que les pièces à fournir n'étaient pas à jour, peut-être. Il n'a pas bien motivé. Vous n'avez pas bien motivé votre demande de visa. En tout cas, il y a toujours une raison qui motive un refus. Vous revenez au Tchad, vous n'avez pas besoin de visa. Je suis d'accord. Donc il n'y a pas de problème. Avec le passeport panafricain, comme vous le faites en 2063, moi j'aurai 70 ans ou 80 ans. Non, mais il ne faut pas confondre l'agenda 2063 de l'Union africaine. On commence la mise en œuvre maintenant. Il y a des stratégies, première stratégie de 10 ans. Et après, ce n'est pas... Parce que les gens sont en train de confondre. Quand on parle de l'agenda 2063, ce n'est pas en 2063 qu'on va commencer à assurer la mise en œuvre de cet agenda. Donc ça doit commencer maintenant. Il y a des plans stratégiques. Il va falloir que l'Union africaine communique beaucoup là-dessus pour qu'on comprenne vraiment de quoi il s'agit. Oui, parce qu'on a fait un sondage hier, à peu près 15% d'Africains comprennent vraiment c'est quoi l'agenda 2063. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans vraiment? Les gens se posent beaucoup de questions. Comme on est en train de parler de droits de l'homme, je voulais vous dire, nous avons eu une rencontre au niveau, donc le ministre de la Justice du Tchad et des droits de l'homme, une rencontre avec la présidente de la Commission africaine des droits de l'homme. Et c'est pour vous dire tout simplement que le problème de communication ne se pose pas simplement au niveau de la Commission simplement. C'est-à-dire qu'un organe aussi important que la Commission africaine des droits de l'homme ne communique absolument pas. Le Tchad, par exemple, a presque pas de rapport avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. C'est ce que disait le téléspectateur hier. Or c'est notre organe. Nous, par exemple, en tant qu'institution étatique, nous devrions être en contact permanent avec eux. Or, nous sommes en contact permanent avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, qui nous accompagne, avec qui on travaille, chez qui on répond à un certain nombre de choses. Or, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples elle-même est absente de terrain. Elle ne vient pas vers les États, elle ne communique pas, elle ne prend même pas les efforts d'aller vers les États pour savoir qui s'occupe de quoi sur le terrain, comment ça se passe, et ainsi de suite. Donc il y a un grand problème et j'espère que la question donc, de financement de l'Union africaine qui vient d'être, qui est en phase d'être réglée
parce qu'on ne sait pas encore la mise en œuvre réelle, comment ça va se faire, donc qui est en phase d'être réglé, puisse également permettre à un certain nombre d'institutions parallèles, comme donc l'institution de ma sœur Francine, ma petite sœur Francine, l'Union panafricaine de la jeunesse, les autres institutions également puissent avoir des ressources nécessaires pour leur permettre de faire leur travail d'une manière optimale. Beaucoup de personnes qu'on écoute disent, en fait, il n'y a que les jeunes d'aujourd'hui qui vont prendre leurs responsabilités demain afin que les choses aillent correctement. Et quand on sait que déjà beaucoup de personnes ont été victimes, et quand cette jeunesse-là va s'éveiller, qu'est-ce qu'elle fera? Et que faites-vous aujourd'hui pour éveiller la conscience de cette jeunesse-là? Vous qui êtes présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Madame Mayumba. Tout à fait, mon frère Babilas. C'est la question que j'attendais depuis le début de notre émission. Aujourd'hui, nous représentons les jeunes Africains au moment où cette jeunesse est en train de traverser des moments très difficiles. La jeunesse de notre continent représente plus de la moitié. Donc, c'est une couche de la population non négligeable. Si nous parlons de la jeunesse aujourd'hui et que la jeunesse est victime, en même temps la jeunesse est acteur dans des conflits. Donc nous devons amener la jeunesse au centre de prise de décision. Nous devons accélérer la mise en œuvre des politiques que nous avons au niveau du continent sur la question de la jeunesse. J'ai dit au chef d'État hier que nous ne pouvons pas continuer à traiter la question de la jeunesse, comme on dit en anglais, any other business. Donc cela veut dire dernier point. Donc soit on le fait ou on ne le fait pas quand on est fatigué après avoir traité toutes les questions importantes. Donc en ce moment, nous avons la responsabilité d'investir dans la jeunesse. Et je le dis chaque jour, nous risquons de perdre l'Afrique si nous continuons dans cette allure. Partout où on passe en Afrique, c'est le chômage des jeunes. Partout où on passe en Afrique, tant d'autres problèmes. Aujourd'hui, au niveau de l'Union panafricaine de la jeunesse, nous sommes en train de focaliser sur l'entrepreneuriat chez les jeunes. Comment est-ce que nous pouvons permettre à l'Union africaine d'investir, de donner des microcrédits aux jeunes Africains? Et c'est pour cela que j'avais des points importants dans mon discours hier au sommet des chefs d'État pendant l'ouverture officielle. Le premier point était de demander aux chefs d'État de nous permettre à mettre en place un fonds africain pour le développement de la jeunesse. Et ces fonds peuvent nous permettre de financer les jeunes entrepreneurs, surtout ceux qui sont dans les milieux ruraux, pour leur permettre de créer de l'emploi pour d'autres jeunes. Ces fonds peuvent nous permettre de renforcer la capacité de leadership de la jeunesse africaine. Et je demandais, en deuxième lieu, qu'on puisse mettre un comité spécial de haut niveau des chefs d'État sur la question de la jeunesse au niveau de l'Union africaine. Et espérons que pendant le sommet prochain, le prochain sommet de chefs d'État de janvier 2017, on aura déjà ces comités parce qu'il y a déjà des chefs d'État qui sont volontaires, qui veulent intégrer ces comités. Et moi, je pense, à travers ça, nous pouvons faire un peu des actions concrètes pour la jeunesse du continent. La jeunesse, vraiment, là, à l'extérieur, vraiment, elle est fatiguée. Elle veut voir quand même des réalisations de nos dirigeants et nous allons continuer à faire pression. On ne dort pas, on le fait jour et nuit, surtout chez moi, en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, dans le discours du président de la République pour notre indépendance, le 30 juin, il a instruit son gouvernement de mettre en place un fonds national pour encourager l'entrepreneuriat, pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Et d'autres États sont en train de le faire. Les Kenyans aujourd'hui, ils ont 30% de procurement, comme on dit en anglais chez eux, où les jeunes reçoivent de microcrédits, ils reçoivent de moyens pour fonctionner, pour créer de l'emploi. Donc il faut tout simplement croire en cette jeunesse. Il faut faire confiance en cette jeunesse. Mais Mme Mayumba, ce n'est pas la première fois que les dirigeants africains ont été interpellés. Je me rappelle très bien le sommet de Malabo de 2011, où les jeunes ont pris la parole en disant d'abord que la jeunesse est une bombe à retardement. Et on dit aux dirigeants, si vous ne prenez pas vos responsabilités, nous prendrons les miennes. Mais depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait concrètement? Permettez-moi d'abord de vous dire, mon frère Babilas, qu'aujourd'hui, cette année, nous sommes en train de commémorer ou bien de célébrer le 10e anniversaire de la Charte africaine de la jeunesse. Nos dirigeants en 2006
étaient à Banjul, en Gambie, et ils ont pris quelques engagements. Ils avaient signé ou ils avaient adopté la Charte africaine de la jeunesse. Mais aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que j'ai reçu les rapports des États et j'étais vraiment déçue parce que pas plus de 20% des États sur 100 ont été à la hauteur d'assurer la mise en œuvre de cette charte. Il y a encore certains États qui n'ont pas encore ratifié la charte. Nous avons 38 qui l'ont déjà ratifiée, 42 qui l'ont signée et le 10 ou 11 ne l'ont jamais touchée. Cela veut dire qu'il n'y a pas de jeunes dans leurs États. Et les jeunes qui sont dans ces États doivent se réveiller et demander et promouvoir leurs droits parce qu'on ne peut pas se dire qu'on a une jeunesse qu'on néglige dans un État et on se laisse faire. Donc la responsabilité revient à la jeunesse de prendre connaissance et de faire pression à leurs leaders pour permettre un peu à ce que nous puissions assurer la mise en œuvre de politiques que nous avons au niveau des continents. Il ne suffit pas tout simplement de ratifier, mais ce qui est important, c'est de faire des choses concrètes pour cette jeunesse du continent. Monsieur Garboua, est-ce que vous comprenez quand même que sous cette pression brûlante de la jeunesse, que des dirigeants prennent un certain nombre d'engagements, mais ne puissent pas les respecter par la suite? Est-ce que c'est de la non-prise de conscience? Est-ce que c'est de la mauvaise foi? Ou bien ils n'en ont pas les moyens? Babilas, moi je dirais que le plus important dans ces choses, c'est la question de moyens. La volonté politique y est, je crois. Parce que quand elle dit que 38 États ont ratifié la charte de la jeunesse, les États ne peuvent pas ratifier cette charte s'ils n'ont pas une certaine conviction, s'ils n'ont pas une volonté quelconque d'aller en avant. Ce n'est pas la première fois. Il y a d'autres choses qui ont été ratifiées. Non, je ne dis pas ça. C'est-à-dire que, pour moi, c'est-à-dire qu'ils peuvent ratifier 1000 choses. Mais chaque fois qu'un État ratifie quelque chose, cela veut dire qu'il a des engagements. C'est-à-dire qu'il prend la conscience de l'importance de la chose. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, parlant du cas spécifique du Tchad, pendant un certain temps, nous avons mis en place un fonds, comment on appelle, un ministère chargé de microfinance, comment on appelle, qui est dédié aux femmes et à la jeunesse. Donc cet argent est mis à la disposition des jeunes pour financer leurs activités. C'est vrai que le montant qu'on donne, comme on a dit, c'est des microfinances, les montants sont minimes, mais c'est déjà un pas en avant parce que ça a permis à beaucoup d'associations de jeunes d'accéder à ces fonds. Dans certaines zones, comme le mien, par exemple, dans ma région, c'est même à une association de jeunes que l'État a confié l'argent pour qu'elle puisse redistribuer aux personnes. Bien. Plus ou moins bien. Plus ou moins bien. Parce que le problème c'est aussi la prise de conscience de nos jeunes eux-mêmes. Parce qu'ils prennent l'argent, mais ils ne le remboursent pas. Or, c'est un fonds qui doit tourner. C'est-à-dire que quand tu prends un fonds, on te donne 2-3 millions pour que tu puisses mener une activité et que tu ne penses pas ramener cet argent afin que d'autres personnes aussi en jouissent, il y a un problème des responsabilités même de nos jeunes là. Bon, ça commence à aller, c'est en train d'avancer doucement. Malheureusement, avec les crises actuelles de baisse des prix du pétrole et autres, ce projet a pris un frein, mais le fonds qui est déjà injecté normalement, s'il est bien recouvré, ça permet donc d'avancer normalement sur ce terrain. Donc ça, c'est la première question. Il y a l'autre question, c'est la question des responsabilités des jeunes. Aujourd'hui, notre ministre de la Jeunesse au Tchad n'a pas 40 ans. Moi qui vous parle, je viens de fêter mes 36 ans ici à Kigali le 13 juillet. Plus jeune, 36 ans, on est plus jeune. On est plus jeune. On est jeune. Oui, parce que la charte africaine nous parle de 15 à 35 ans. Oui. Donc vous n'êtes plus jeune. Non, les jeunes chez nous, on dit les jeunes, c'est de 7 à 77 ans. En tout cas, la jeunesse, c'est un état d'esprit. Voilà, la jeunesse, c'est un état d'esprit. C'est pour vous dire qu'on modernise, on rajeunit l'administration, l'appareil étatique au Tchad. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une conscience de jeunes. Aujourd'hui, quand vous voyez notre ministre du pétrole, je ne sais pas, il a à peine peut-être 40 ans, il n'a même pas 40 ans. Donc ça veut dire qu'on a de plus en plus de jeunes arrivent à... Ce sont des signaux, des symboles. Ce sont des symboles. Il y a des conflits de générations énormes. Ben oui, bien sûr, ça c'est des choses... Il y a des conflits de générations énormes. Ça c'est des choses qui sont normales. C'est des choses qui sont normales parce que les gens qui sont là en place ne veulent pas laisser la place. Et c'est la volonté politique
qui doit faire bouger les choses. Et chez nous, le chef de l'État est conscient de cela et il fait la promotion des jeunes à tous les niveaux. Chaque fois qu'il y a des décrets, les jeunes passent. Donc je pense que pour le Tchad, c'est quand même un bon signal, même si tout n'est pas parfait. Nos jeunes participent très souvent à vos rencontres. Je pense notre organisation de jeunes qui est affiliée à votre organe participe chaque fois que vous avez de manifestations et avec les frais de l'État. Donc c'est l'État qui leur paye les billets d'avion. Le président tchadien a donné des signaux, nous espérons qu'il puisse faire davantage et que d'autres dirigeants puissent lui emboîter les pas. Et nous, on est là pour rendre compte si un dirigeant le fait, nous allons le dire. Et pour qui connaît cette émission, nous sommes... Et chez moi, une chose très importante, nous avons lancé un programme de financement des 50 meilleurs projets des jeunes qu'on va commencer d'ici là. C'est un programme du président de la République. On a essayé un peu de faire pression par-ci, par-là. Et il y a déjà, les jeunes sont en train d'envoyer leurs projets. Mais qu'est-ce que les dirigeants font des choses qu'on ne sait pas? Oui, tout à fait. Alors nous devons, c'est pour cela qu'il faut avoir... Babilas, vous partez dans nos pays que pour les élections, vous ne venez pas pour faire le show de ça toujours là. Je demande même à Africa 24 qu'on essaie même d'avoir des émissions spéciales sur la question de la jeunesse. C'est très, très capital. Ça vous permettrait de voir ce que les États africains sont en train de faire. Au niveau de la Tanzanie, il y a plus de 30% des jeunes au Parlement. Au niveau de mon pays, vous avez les jeunes qui sont cadres, aujourd'hui presque à tous les niveaux. Vous avez les jeunes qui sont députés. Et vous allez dans des autres États, les jeunes sont dans les instances de prise de décision. Quand même, l'Afrique n'a pas échoué dans tout. Voilà. On ne peut pas du tout dire aussi que l'Afrique a échoué sur la question de la jeunesse. Merci beaucoup, Madame Mayumba. Pour qui connaît cette émission, nous sommes à l'instant sondage, l'instant statistique, parce que nous soumettons quand même les téléspectateurs à un certain nombre de questions et pour pouvoir sortir des statistiques fiables, parce que statistiques, on n'en a pas beaucoup sur le continent, alors qu'on en a besoin pour pouvoir asseoir un certain nombre de projets de développement. La question du jour a été comment promouvoir les droits de l'homme et de la femme en Afrique. Et pour débriefer, la question a été soumise aux téléspectateurs le 17 juillet à 18h GMT et entre le 17 juillet à 18h GMT et le 18 juillet à 13h GMT. Nous avons accompagné la question d'un sondage dont voici les résultats. 88% des personnes interrogées considèrent que l'Afrique ne respecte pas les droits de l'homme et de la femme, contre 12% seulement qui pensent que le contraire se fait sur le continent. Pour expliquer ces résultats, les internautes soulèvent différents points, parmi lesquels nous en avons retenu deux. Un, ils disent en matière de droits de l'homme et de la femme en Afrique, il existe des dispositions différentes au sein de chaque pays. Donc, il faut une harmonisation. Deuxièmement, ils estiment que les droits de l'homme et de la femme ne sont pas respectés en Afrique car les gouvernants eux-mêmes ne les respectent pas. Pourquoi? On ne sait pas. Monsieur Mouzou, est-ce que ça vous inspire, ces chiffres? Oui, je crois que la question de la jeunesse interpellée sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ça ne m'étonne pas que le score soit aussi lourd. Parce que j'ai comme impression que généralement, on embellisse beaucoup les choses. Et c'est parce que, évidemment, la politique joue beaucoup sur tout ce qui se passe à la base. Alors, ça fait que, en réalité, les jeunes, autant qu'ils sont projetés être associés, ne sont pas autant associés. Et là, il y aurait toujours des déphasages. Si c'était les politiciens africains qui allaient faire ce rapport, ça serait l'inverse. Ce serait 12% contre l'autre. Et je pense que chaque fois qu'on ramène la question, chacun essaie de l'utiliser comme la énième question. Mais pour moi, c'est quand ces jeunes vont se prendre en charge et pousser l'agenda au lieu que ce soit des doigts accusateurs. Parce que le pouvoir, personne ne vous le donnera comme on le pense. Dans aucun pays, ça ne s'est passé comme ça. Nous allons faire un dernier tour de table par rapport à la situation de la jeunesse, par rapport à la situation des droits de l'homme, par rapport à la situation des droits de la femme. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement et sur quoi vous fondez votre espoir? Comme quoi les choses vont changer prochainement et à la lui où vont les choses. Ce sera 30 secondes pour chaque personne. Je commence par Mme Mayumba. Merci beaucoup, M. Babilas. On a essayé d'avoir une émission formidable depuis le début. Alors, à ce qui concerne vos sondages, moi je pense que c'est ça un peu exagéré. Ça un peu exagéré. Ce n'est pas nous, hein, c'est les téléspectateurs. Je pense que c'est un peu exagéré, mais en même temps, je suis consciente de dire que nous devons améliorer.
Nous devons améliorer. C'est comme ailleurs, le problème qui traverse l'Afrique. Mais en même temps, nous devons faire des choses pour permettre à ce que nous puissions un peu avancer. Maintenant, ce qui concerne les femmes, nous devons continuer à pousser la femme. Nous devons avoir des actions un peu concrètes en faveur de la femme pour aider à la femme pour l'autonomisation de la femme. Pour les jeunes ont besoin des actions concrètes. Merci beaucoup, Madame Mayumba. Monsieur Garbora. Oui, moi je voulais dire simplement que votre sondage est un peu biaisé lui-même à la base. C'est-à-dire que, non, j'ai dit sincèrement, parce que vous avez donné, vous avez donné 2, oui ou non. Or, vous devrez dire, est-ce que vous pensez qu'il y a une évolution? Une troisième question pourrait nous donner une meilleure idée. Parce que quand vous dites seulement, est-ce qu'elle est respectée tout court, oui ou non, ce sera la prochaine étape. Voilà. Donc, maintenant, maintenant, pour ce qui est de votre mot de la fin, moi je pense que moi je suis optimiste. Parce que à l'aune de ce que je vois, voilà, à l'aune de l'exécutif, voilà, non, à l'aune de ce que je vois, à l'aune de ce qui se passe au Tchad, je pense qu'il y a une volonté politique très forte. Une volonté politique qui s'accompagne donc de la mise en œuvre de tous ces éléments-là. Et les femmes également, quand je vois comment le chef de l'État, d'ailleurs qui a été élu en majorité par les femmes, lui-même il le reconnaît, toutes les statistiques le reconnaissent, donc c'est les femmes qui ont voté en masse pour lui. Donc cela donne également un autre poids pour les femmes tchadiennes pour que le chef de l'État puisse accéder à leur volonté. Les jeunes tchadiens également, je les appelle moi à une prise de conscience d'abord, parce que c'est à la jeunesse de prendre d'abord conscience. Et puis maintenant, la politique va l'accompagner. Merci beaucoup, M. Mouzou. Votre mot de fin. Oui, moi je suis assez optimiste parce que quand je fais le tour de l'Afrique aujourd'hui, je vois autant de talents de la jeunesse. Et je dis souvent, l'Afrique n'est pas aussi divisée que nous sommes déconnectés. Donc on ne se connaît pas, c'est ça qui crée les poches de conflit, les poches d'ignorance, les poches de répression et tout ce qui se passe. Le jour où cette jeunesse que je connais aujourd'hui, un peu partout dans le continent, voudra quand même ramener ses forces ensemble et se dire, on veut le développement et vraiment le développement, pas juste pour faire semblant je pense qu'on en arrivera à quelque chose de concret. Et moi, je reste quand même sûr que cette jeunesse, je compte sur elle en termes d'entreprise, en termes de leadership, on aura quand même une génération meilleure qu'on en a connue par le passé. Merci, chers téléspectateurs. C'était le dernier débat de cette série qu'on a amorcé depuis le 10 juillet dernier. Du 10 au 18 juillet, nous avons permis à nos téléspectateurs de vivre en live le 27e sommet de l'Union africaine. Plusieurs questions là ont été posées sur les réseaux sociaux. Au total, près de 7000 réactions sur Facebook et Twitter. Sur Facebook, près de 6000 personnes ont réagi à nos publications sur le sommet de l'Union africaine en aimant, commentant ou en partageant nos publications. Au total, 1664 likes et commentaires ont été faits par nos téléspectateurs sur nos questions posées quotidiennement. Mais sur Twitter, 7 sondages ont été réalisés avec au total plus de 1500 participants. Les internautes ont été nombreux à nous envoyer leurs réactions via le hashtag Africa24 ou à réagir en direct à nos émissions, à notre live tweet. Au total, 1128 j'aime, plus de 1500 retweets et 170 réponses à nos différentes publications entre le 10 et le 17 juillet. Nous avons relevé quelques réactions des internautes. Merci Africa24 pour cette couverture pertinente du sommet de l'Union africaine. Ça, c'est Adolphe. Alice Sanama dit débat intéressant sur Africa24 au sujet de la libre circulation en Afrique. Josette dit débat très intéressant sur Africa24 sur la parité homme-femme. Itelet Karagire dit très bonne couverture du 27e sommet de l'Union africaine sur Africa24 TV. Boubacar Youngbaré dit un travail énorme a été mis en œuvre pour cette émission sur la parité homme-femme sur Africa24. Biogo du Cameroun dit j'apprécie M. Babilas Bouton. Bon, on peut se passer de cela, je vous en prie. Christelle dit j'aime beaucoup les différentes interventions de Mme Difo qui était passée du notre plateau sur le débat parité homme-femme. Et Paul-Emmanuel Dieng dit branchez-vous sur Africa24 qui diffuse un débat très intéressant sur la parité homme-femme, un débat à voir et à revoir. Ainsi se referme définitivement cette série d'émissions consacrée
au 27e sommet de l'Union africaine. Merci à ceux qui ont rendu possible cette opération. D'abord, un clin d'œil particulier aux dirigeants du Rwanda et à la population rwandaise qui nous a accueillis, et dont nous saluons d'ailleurs l'hospitalité légendaire. Merci beaucoup à toute l'équipe de production et de réalisation de cette émission. Ce soir, fini pour le 27e sommet de l'Union africaine. Rendez-vous au prochain sommet, mais avant, il y aura beaucoup d'autres événements sur lesquels vous nous verrez, et toujours présents à mettre sur le tapis les questions pertinentes qui concernent le développement de notre continent. Merci, merci, merci. Et je vous laisse tout de suite en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.